Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré aux nouvelles opportunités pour la mobilité européenne des doctorants. Je suis Morgane Pro et je suis accompagnée de ma collègue et responsable Mathilde Bégrand. Nous faisons partie du pôle enseignement supérieur au département promotion de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Cette session s'adresse aux acteurs des relations internationales de l'enseignement supérieur français qui sont intéressés par la mobilité doctorale, aux écoles doctorales ainsi qu'aux doctorants eux-mêmes. Cette session est enregistrée et elle sera disponible en replay très prochainement sur le site de l'événement. Dans ce focus, nous partirons du programme Erasmus+ 2014-2020 pour dresser un bilan de la mobilité doctorale. Nous aborderons ensuite les nouvelles perspectives de la mobilité des doctorants dans le programme Erasmus+ 2021-2027 et nous terminerons par une ouverture sur les possibilités de financement de la mobilité des doctorants dans les actions Marie Skłodowska-Curie du programme Horizon Europe. Ce sera alors l'occasion d'évoquer les complémentarités entre Erasmus+ et Horizon Europe pour financer la mobilité doctorale. Pour aborder ces différents points, nous avons avec nous aujourd'hui Donato Lorubio, sous-directeur en charge de la coopération européenne et internationale à l'Université de Lorraine, Fanny Lacroix-Desmazes et Johannes Geringer de l'unité enseignement supérieur à la Direction générale éducation, audiovisuelle et culture de la Commission européenne, et enfin Claire Morel, chef de l'unité Action Marie Skłodowska-Curie, également à la Direction générale éducation, audiovisuelle et culture de la Commission européenne. Alors bonjour à tous les quatre et d'ores et déjà merci d'avoir répondu présent pour participer à ce webinaire. Sur le plateau, nous sommes également accompagnés de notre collègue de l'agence Maxime Dutin, qui est du pôle partenariat stratégique au département gestion des projets. Il sera en charge du chat durant tout ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, je suis chargé de faire le lien entre vous et nos intervenants. Pour poser vos questions, nous avons mis en place une plateforme dédiée, accessible depuis votre téléphone portable. Je vous laisse vous saisir de votre téléphone. Maintenant, pour vous connecter à la plateforme, deux solutions. Vous pouvez scanner le QR code qui apparaît actuellement à l'écran, ou, si vous n'avez pas la possibilité de scanner le QR code, vous pouvez vous rendre sur le lien krd.sparkup.live et entrer le code ERASM. E-R-A-S-M. Le QR code et le lien seront affichés à plusieurs reprises pendant le live. Une fois connecté à la plateforme, vous devez inscrire votre prénom et votre nom. Le mail n'est pas obligatoire. Nous prendrons un temps pour répondre à quelques questions en fin de session, les interventions étant déjà très riches. Je te rends la parole, Morgane. Eh bien, merci Maxime. Nous te retrouvons donc en dernière partie de webinaire pour ce temps de réponse aux questions avec nos intervenants. Alors, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet de ce webinaire qui, je le rappelle, est intitulé « Les nouvelles opportunités pour la mobilité européenne des doctorants ». Donc, tel que défini dans les textes, la formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production des connaissances nouvelles. Les doctorants sont donc de fait on dispose de fait un statut particulier puisqu'ils sont à la fois étudiants et jeunes chercheurs. Les doctorants, la formation doctorale et donc la mobilité doctorale sont un sujet liant à la fois éducation et recherche. Le processus de Bologne a initié, à partir de 1999, la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Cela a conduit à la mise en place d'un système commun de l'enseignement supérieur à 3 cycles, la licence, le master et le doctorat. C'est en 2003, à l'occasion de la conférence interministérielle de Berlin, que le doctorat a été officiellement reconnu comme le niveau européen de 3e cycle et intégré au processus de Bologne. Malgré cela, la structuration des études doctorales reste très différente d'un pays à l'autre, d'un établissement d'enseignement supérieur à un autre, et même selon le domaine scientifique ou la discipline du doctorant. Cela implique une grande variété des activités menées dans le cadre des études doctorales, des règles d'obtention du diplôme, du type de financement, voire de l'existence même d'un financement pour mener sa thèse. En parallèle, l'ouverture internationale est intrinsèque aux études doctorales. En France, l'article L612-7, premier alinéa du Code de l'éducation, dispose ainsi que les formations doctorales comportent une ouverture internationale. Dans ce contexte, la mobilité doctorale est un enjeu majeur et pourtant insuffisamment exploité dans Erasmus+. En suivant le déroulé qui s'affiche à l'écran, voici les 3 parties que nous allons aborder.
Alors, première partie, nous tenterons de dresser un premier bilan de la mobilité doctorale dans Erasmus+ 2014-2020, puisque si la mobilité doctorale a été renforcée une première fois, dans ce programme, elle restait complexe à mettre en œuvre pour les établissements d'enseignement supérieur français. C'est à partir de ce constat que le projet DocMob, financé par le programme Erasmus+, a souhaité mettre en lumière les obstacles et les pistes d'amélioration de la mobilité doctorale pour la nouvelle programmation. Depuis la publication du guide du programme Erasmus+ 2021, nous avons découvert de nouvelles opportunités pour la mobilité des doctorants dans le programme Erasmus+ 2021-2027, et ce sera l'objet de notre deuxième partie. Mais du fait de la double casquette des doctorants, qui sont à la fois étudiants et jeunes chercheurs, il ne faut pas oublier que les fonds européens offrent de multiples pistes de financement de la mobilité doctorale. Dans le programme Horizon Europe notamment, les actions Marie Sklodowska-Curie sont dédiées à la mobilité des doctorants en tant que jeunes chercheurs, et ce sera l'objet de notre troisième partie. Pour commencer, nous allons donc envisager un bilan de la mobilité doctorale dans le programme Erasmus+ 2014-2020. Alors, Fanny, j'ai une question pour vous. Avez-vous des chiffres à nous donner sur la mobilité doctorale dans Erasmus+ 2014-2020? Oui, merci Morgane. En effet, lors du précédent programme, le programme Erasmus+ a financé 27 700 mobilités doctorales étudiantes entre 2014 et 2020. Alors, ces chiffres ne sont pas tout à fait finalisés puisque le programme, les mobilités réalisées pour la période 2019-2020 ne sont pas encore enregistrées. Ça représente 1,4% des mobilités étudiantes financées par le programme Erasmus+, durant ces 7 années. On peut penser que c'est peu, mais il faut ramener ça à la proportion de doctorants par rapport à la population générale étudiante. Les doctorants en Europe ne représentent que 3,8% de la population générale étudiante. Donc, ce chiffre de 1,4% est un peu en deçà de la proportion de doctorants. Mais on a vu tout au long de ces 7 années une augmentation progressive de la mobilité doctorale. On a vu également une plus forte utilisation des mobilités à des fins de stage parmi les doctorants, plutôt que des mobilités à des fins d'études. Cela peut paraître surprenant parce que en France, les stages ne sont pas vraiment offerts aux doctorants, mais dans le reste de l'Union, c'est le cas. Et ça a été fortement utilisé. Il faut aussi bien noter que ces chiffres de mobilité doctorale ne prennent en compte que les mobilités doctorales effectuées pour des doctorants en tant qu'étudiants et pas quand le doctorant part en tant que membre du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur. Alors que ça a été possible lors du précédent programme. Et dans ces cas-là, ces mobilités pour le personnel étaient plus courtes et mieux financées que les mobilités étudiantes. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres spécifiques à donner parce que nous n'avons pas de statistiques par catégorie de personnel. Voilà. Merci pour ces quelques chiffres, Fanny. Ça nous donne déjà un premier aperçu du niveau d'appropriation de la mobilité doctorale dans l'ancien programme Erasmus+. Et ça nous permet de poser un peu le contexte du sujet dans l'ancienne programmation. Nous allons maintenant nous intéresser au projet DocMob, financé par Erasmus+, et coordonné par l'Université de Lorraine. Ce projet, qui a porté sur la mobilité doctorale, a permis de récolter un certain nombre de données sur le sujet. Leur travail et les résultats qu'ils ont obtenus nous apportent un éclairage sur le bilan de la mobilité doctorale dans le programme Erasmus+ 2014-2020. Donato, je vous laisse la parole pour nous présenter votre projet en quelques mots. Merci Morgane.
DocMom, c'est un projet de partenariat stratégique Erasmus+, qui a eu lieu entre novembre 2018 et qui s'est terminé en avril 2021. C'est un projet coordonné par l'Université de Lorraine avec 6 autres partenaires partout en Europe. Pour ce projet, nous sommes partis du constat lors de nos discussions avec nos collègues en France et européens qui avaient des difficultés pour la mise en place de la mobilité Erasmus+ au niveau doctoral. Des difficultés qui étaient liées au manque de convergence des études doctorales en Europe, d'échange de bonnes pratiques sur comment faire cette mobilité au niveau européen et sur des procédures qui ne sont pas forcément toujours adaptées aux spécificités du doctorat. Donc, comme objet, nous, on s'est donné comme objet de produire des outils et des bonnes pratiques qui facilitent la mobilité doctorale au sein d'Erasmus+, mais aussi de dresser des recommandations pour le prochain programme Erasmus 2021-2027. Comme résultat, comme vous pouvez voir sur le site internet du projet, nous avons mis en place un toolkit qui présente plusieurs outils à son intérieur. Donc, il y a un guide qui présente les résultats du projet, les principaux résultats du projet, la méthodologie, ainsi que les recommandations dressées pour le programme Erasmus. Nous avons aussi un modèle de contrat d'études et de reconnaissance de la mobilité. Nous avons aussi un document qui résume les financements alternatifs Erasmus+ pour la mobilité doctorale. Et pour finir, nous avons un fact sheet qui est comme une carte d'identité des études doctorales dans l'établissement. DocMob a eu certains impacts. Donc, dans le premier à court terme, donc vous voyez qu'il y a déjà une nouvelle mobilité qui a été mise en place spécifiquement pour le doctorat. Et nous espérons que l'impact à long terme, ça va être celui de développer davantage la mobilité doctorale. Alors, merci Donato pour cette présentation. J'ai une première question pour vous. Dans un premier temps, donc, vous avez mené une enquête auprès des établissements de votre consortium ainsi que de leurs propres établissements partenaires en Europe. À la question qui finance la mobilité internationale de vos étudiants doctorants, 72% des établissements quand même ont répondu le programme Erasmus+. Malgré cela, de nombreux obstacles à la mobilité doctorale ont aussi été identifiés. Donc, quels sont-ils et pouvez-vous nous les expliquer? Alors, avant tout, comme Fanny l'a précisé précédemment, c'est vrai que 72% des établissements d'enseignement supérieur ont dit qu'ils ont utilisé la mobilité Erasmus+ pour la mobilité doctorale, mais il est vrai aussi qu'ils ont utilisé tout le type de financement offert par le programme Erasmus+, donc la mobilité des stages, la mobilité d'études, mais également la mobilité d'enseignement et la mobilité staff. Et c'est pour ça que la plupart, une bonne partie au moins de la mobilité doctorale n'apparaît pas dans les chiffres officiels. Les principaux obstacles que nous avons relevés grâce à ces enquêtes, c'est en premier lieu les raisons financières pour les doctorants. Donc il y a des raisons familiales, des raisons financières qui font que les financements octroyés aux doctorants dans le cadre d'Erasmus+ ne sont pas suffisants. Le deuxième obstacle, c'est les raisons financières, cette fois pour les établissements d'enseignement supérieur. Ceci dû au fait que souvent les établissements n'avaient pas assez de fonds Erasmus+ pour pouvoir couvrir leur mobilité licence, master et doctorat, et ils ont donné la préférence très souvent au cycle licence et master. Et le troisième obstacle que nous avons constaté, c'est les obstacles administratifs dus à la lourdeur administrative pour effectuer une mobilité Erasmus+, aussi dû à différentes situations juridiques des doctorants vis-à-vis de l'université d'envoi. Et aussi tout ce qui est aspect formel du programme Erasmus+, comme par exemple la prévision d'avoir
a complété un contrat d'études qui prévoyait des crédits SCTS ou qui ne prenait pas forcément en compte toute la complexité des activités du doctorat. Cette enquête, vous avez aussi mené des entretiens qualitatifs auprès des personnels et des doctorants, à la fois des établissements qui étaient dans le projet doctorat, mais aussi d'établissements en dehors du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quels ont été les résultats de cette enquête qualitative? Différentes formes, donc des enquêtes auprès de nos partenaires et de nos homologues, mais aussi des groupes de travail avec les doctorants, avec les enseignants. Et on a essayé avec ces entretiens d'aller plus en profondeur sur les résultats de l'enquête quantitative qu'on vous a présentée tout de suite. Et donc, on a trouvé qu'il y avait des difficultés. On a essayé de comprendre quelles sont vraiment spécifiquement ces difficultés. Par exemple, l'une des difficultés, c'est qu'il n'y avait pas de mobilité propre aux doctorants et lesquels les étudiants étaient obligés de jongler avec les différentes mobilités et de rentrer dans des cases soit d'études, soit de stages ou possible. Donc en France, ce n'était pas possible, ou de personnel ou d'enseignement. La deuxième difficulté, c'est le financement. Comme j'ai dit, souvent, les doctorants ne sont pas dans la même situation familiale et financière que les étudiants de licence et master. Or, ils pouvaient bénéficier des mêmes financements. Mais on sait tous que souvent, les doctorants, ils ont des bourses de thèse. Parfois, ils n'en ont pas. Parfois, ils ont un emploi qu'il faut quitter pour pouvoir partir en mobilité. Parfois, les doctorants ont une famille, une situation familiale qui est différente que celle des licences et masters. De ce fait, les financements pour nous ne devraient pas forcément être les mêmes. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les programmes Erasmus+ manquaient de flexibilité dans sa mise en œuvre pour la mobilité doctorale. Par exemple, un doctorant, il part sur des mobilités très ponctuelles et des projets qui peuvent être de formation ou de recherche, mais qui lui sont spécifiques. Et le fait d'établir un contrat interinstitutionnel est parfois une lourdeur administrative en plus pour les doctorants. Et de même pour les contrats pédagogiques, le fait d'avoir un contrat pédagogique bien établi avec un plan de formation et qui n'inclut pas forcément d'autres éléments comme les aspects recherche qui sont quand même très importants dans une mobilité doctorale, fait que c'était quand même un obstacle où les établissements ne savaient pas forcément comment répondre à cette requête. De même, pour ce qui est la reconnaissance de la mobilité, quelles activités étaient reconnues? Est-ce que c'était reconnu à travers des SCTS, à travers d'autres façons de reconnaître la mobilité, la recherche, les activités de formation, voilà. Et le dernier constat qu'on a eu pendant nos groupes de travail, c'est l'importance soulignée de la mobilité enseignante comme effet levier pour la mobilité doctorale. Donc, si on veut développer la mobilité doctorale, il nous semble important d'assouplir certaines règles Erasmus+, sur la mobilité enseignante. Par exemple, celle qu'il doit faire un certain nombre d'heures qui est incompatible avec des séminaires doctoraux, ou que la mobilité s'intègre dans les cursus des étudiants avec des licences CTS. Encore une fois, ce n'est pas forcément bien adapté pour la mobilité enseignante à un niveau doctoral. D'accord. Et donc, suite à ces conclusions, vous avez formulé des préconisations. Quelles sont-elles oui, pouvez-vous nous dire quelles sont-elles? Oui, exact. Nos préconisations, c'était, comme vous pouvez voir dans la suite des discussions, certaines ont été déjà adoptées par le nouveau programme Erasmus+. Donc, nous, on a préconisé de créer une mobilité spécifique aux doctorants, de façon à avoir une enveloppe financière bien distincte de la mobilité licence et master. On préconise de ne pas rendre les contrats Erasmus+, les accords interinstitutionnels Erasmus+, obligatoires pour la mobilité doctorale, qui relèvent souvent d'une initiative individuelle du doctorant. Celui de créer un contrat d'études et une transcription des notes
spécifique au doctorant et qui inclut toutes les différents types d'activités qu'un doctorant peut exercer pendant sa mobilité. Par exemple, la recherche, la formation, mais aussi des enseignements, aussi des activités d'apprentissage, et qui soit plus flexible possible à compléter avant la mobilité, mais aussi surtout pendant et après la mobilité. Parce qu'un doctorant, quand il part en mobilité, il ne sait pas forcément les activités qu'il va mener. Qui a un système optionnel pour les SCTS, donc qu'il ne soit pas obligatoire, que la durée de la mobilité doctorale soit plus flexible, donc qui parte de quelques jours jusqu'à un an, et aussi celui de mettre en place des bourses qui soient différentes pour les doctorants que par rapport aux étudiants en licence et master. Voilà ce qu'on a préconisé. D'accord. Eh ben, merci Donato pour toutes ces explications. Nous allons voir que ces préconisations font écho aux pistes d'amélioration de la mobilité doctorale que l'on retrouve dans le nouveau programme Erasmus+. Le nouveau programme Erasmus+, effectivement, reconnaît la nécessité de proposer des formules de mobilité plus flexibles, plus souples sur le plan de la durée et notamment pour les formations doctorales, afin que ça soit accessible à tous et pour permettre ainsi en fait de renforcer le lien entre la formation et la recherche, qui est vraiment un lien fort dans la formation doctorale. Alors, du coup, le programme propose de nouvelles perspectives pour développer la mobilité doctorale européenne et nous avons avec nous la Commission européenne. Et la première question va s'adresser à Fanny Lacroix-Desmas. Pouvez-vous donc nous présenter les nouvelles modalités de la mobilité doctorale dans le programme Erasmus+ 2021-2027, Fanny? Oui, tout à fait. Donc, ce que nous avons cherché à faire avec le nouveau programme, c'est tenir compte des recommandations formulées par le monde de l'enseignement supérieur, puisque nous avons organisé toute une série de consultations pour créer et améliorer le programme Erasmus+. L'un des objectifs du nouveau programme, c'était de rendre le programme plus inclusif, de permettre donc à des personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas partir pour des raisons multiples, financières, mais parce qu'ils sont déjà engagés dans une vie professionnelle, parce qu'ils ont charge de famille, de pouvoir partir en mobilité, donc d'avoir aussi plus de flexibilité, et également d'assurer une égalité de traitement pour les doctorants, quel que soit leur statut, qu'ils soient simplement étudiants ou qu'ils aient aussi un contrat doctoral qui leur permet d'accéder aux mobilités destinées au personnel. Alors, si on peut zoomer un petit peu sur le tableau récapitulatif, on voit que avant, il y avait une claire distinction entre les mobilités qui étaient réservées au personnel, donc qui ne concernaient que les doctorants sous contrat doctoral, et les mobilités étudiantes à des fins d'études ou à des fins de stage. Quand on était considéré comme du personnel, on avait accès à des mobilités courtes de 2 jours ou 5 jours si c'était dans le cadre d'une mobilité internationale, jusqu'à 2 mois. Et si on était simplement étudiant, on avait accès à des mobilités longues de 2 mois à 12 mois, mais moins bien financées. Maintenant, la nouveauté sous le nouveau programme, c'est donc la 3e colonne qui apparaît sur le tableau, c'est qu'on ouvre les mobilités courtes à tous les doctorants, qu'ils soient considérés comme du personnel ou qu'ils soient considérés comme étudiants. Cette mobilité courte, donc, c'est minimum 5 jours jusqu'à 30 jours. Elle peut être simplement une mobilité physique. Elle n'a pas besoin d'être combinée nécessairement avec des éléments virtuels. C'est possible, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation, contrairement à ce qui est exigé pour des étudiants de licence ou de master.
Elle est aussi possible dans le cadre des nouveaux programmes intensifs hybrides qui sont proposés par des établissements d'enseignement supérieur qui se regroupent ensemble. Voilà, en quelque sorte, ce que nous proposons sous le nouveau programme, et nous souhaitons vraiment que les établissements d'enseignement supérieur et les doctorants se saisissent de ces nouvelles opportunités. Merci. Merci Fanny, pour cette explication très claire. Nous avons maintenant une question concernant, plutôt le financement de la mobilité. Johannes, pouvez-vous nous expliquer ce qui est prévu dans le nouveau programme? Ah, non. On ne vous entend pas, Johannes. Oui, je suis là, Ouais. oui. Donc voilà, comme ma collègue Fanny vous a déjà expliqué, effectivement, voilà, ce qui est nouveau, c'est les mobilités courtes. Et pour le financement, il faut distinguer si c'est une mobilité pour étudiante ou du personnel courte ou longue. Et donc le financement pour les mobilités courtes, pour les étudiants, ça c'est la nouveauté. Et voilà, pour vous donner des exemples, justement, il y a donc, euh, on paie des taux journaliers de base, par exemple 70 € par jour pour les 14 premiers jours de ces jours courts. Et pour les 15 jours suivants, c'est 50 € par jour. Et donc, la mobilité courte devient plus avantageuse financièrement pour les doctorants. Et donc, ça répond aussi donc, aux conclusions de DocMob qui a demandé une mobilité doctorale plus adaptée, tant bien en ce qui concerne la durée que le financement. Les autres financements reposent sur le même système qu'avant, pendant la période précédente de l'Erasmus+, 2014-2020 en soi. Et il faut aussi dire qu'il y a quand même une différence entre le financement de la mobilité courte en tant qu'étudiant, y compris doctoral, et en tant que membre du personnel. Parce que justement, la mobilité du personnel a un effet multiplicateur pour les établissements impliqués d'envoi et d'accueil, et aussi les étudiants de l'enseignement. Et donc, ça implique, ça justifie une bourse plus élevée. Et typiquement, le taux journalier pour la mobilité du personnel pour les 14 premiers jours, comme la France l'a choisi, c'est autour de 100 € par jour. Donc, par rapport aux 70 € pour les mobilités courtes doctorales en tant qu'étudiant. Voilà. D'accord, eh bien, merci, Johannes. Et donc, moi, j'ajouterais un point plus macro. Au-delà du montant des bourses pour la mobilité doctorale, il faut aussi tenir compte du fait qu'avec l'augmentation du budget global Erasmus+ 2021-2027, la part réservée à l'action clé 131 va considérablement augmenter, notamment du fait que la Commission européenne a fixé pour objectif de doubler le nombre de mobilités sur la nouvelle période de programmation, c'est-à-dire faire 10 millions de mobilités. Donc avec cette augmentation à venir, on peut aussi espérer que les établissements d'enseignement supérieur auront plus de marge de manœuvre pour financer la mobilité doctorale et que les fonds ne seront pas réservés uniquement au premier et deuxième cycle. Alors, Johannes, alors on comprend que plusieurs types de mobilité sont possibles pour les doctorants, mais aussi qu'il y a 2 grandes nouveautés. La mobilité courte avec ou sans composante hybride et puis les programmes intensifs hybrides. Ce qu'on avait envie de vous demander sur ces 2 nouveautés, c'est quels sont vos conseils, quelles sont les activités que vous conseillez d'entreprendre dans ces mobilités? Oui, justement, en ce qui concerne les activités qu'on souhaite financer, voilà, je rappelle que le programme Erasmus a vocation à financer des aspects éducation et formation en premier lieu, et en complément la recherche. Parce que la recherche est plutôt financée, la pure est plutôt financée par Horizon Europe et Marie Skłodowska-Curie. Et donc,
Ce qu'on peut faire dans le cadre de mobilité courte étudiante Erasmus+, c'est par exemple se former sur les compétences de recherche, sur les compétences transversales aussi, par exemple dans les entreprises, ou simplement rencontrer un professeur qui fait la co-tutelle de sa thèse. Donc, il y a toutes sortes d'activités qui reste encore à définir en soi. Voilà, simplement que Erasmus+, c'est plutôt l'éducation. En ce qui concerne les mobilités courtes, euh, il y a aussi la possibilité pour les doctorants euh, de participer à des programmes intensifs hybrides. Ça veut dire il y aura une certaine présence physique au minimum de 5 jours, donc une semaine jusqu'à 30 jours physiquement. Et ça, c'est accompagné par des composantes virtuelles, de coopération virtuelle avant, pendant ou après donc cette mobilité physique. Et par exemple, un établissement d'enseignement supérieur d'accueil peut héberger physiquement des participants. Et il peut y avoir aussi en deuxième lieu, au deuxième plan, au deuxième niveau, d'autres établissements qui aussi accueillent aussi les participants, ou par exemple des organismes de recherche, ou d'autres composantes plus pratiques peuvent être faites avec des associations ou des entreprises lors de ces programmes intensifs hybrides. Donc, il peut y avoir spécifiquement aussi donc des programmes intensifs comme comme on appelle ça en anglais, des doctoral summer schools, où on peut aussi mélanger, par exemple, des étudiants master avec des étudiants qui font des doctorats. Voilà. D'accord, donc ça donne quelques pistes de réflexion pour mettre en place des activités de mobilité doctorale dans vos établissements. Une autre question, Johannes, toujours dans le nouveau programme, donc qu'a-t-il été prévu concernant les accords interinstitutionnels, les contrats pédagogiques et les relevés de notes, puisque ceux-ci garantissent notamment la reconnaissance des acquis d'apprentissage lors de la mobilité. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est l'approche de la Commission européenne sur le sujet? Voilà, les modalités, grosso modo, seront maintenues comme dans la programmation précédente pour garantir aussi une qualité de la mobilité en soi. Donc, comme les autres étudiants, types d'étudiants, mais de l'autre côté, on tient compte aussi des spécificités des doctorants et des doctorats. Donc, sur les accords institutionnels, on maintient les règles qui ont existé. Et donc, ces accords interinstitutionnels sont exigés parce que, justement, euh, parce que l'établissement d'enseignement supérieur envoie des doctorants euh, vers son établissement partenaire euh, dans le cadre d'un accord, dans le cadre d'un accord de partenariat et de coopération, donc quelque chose de plus large. Euh, et donc, c'est une logique de stratégie de partenariat et moins une logique axée sur des projets de recherche de doctorants individuels. En ce qui concerne les contrats pédagogiques et les relevés de notes, c'est le même modèle qu'avant, mais il faut dire aussi, il faut voir si le relevé de notes s'applique vraiment. Par exemple, il y a des programmes de doctorat qui n'ont pas de programme d'études, donc il n'y a pas de système ECTS qui s'applique. Donc il faut voir spécifiquement. Et en fait, déjà dans la programmation précédente, on a tenu compte de la spécificité des doctorats. Donc il ne faut pas mettre des points à des crédits ECTS lorsqu'il n'y en a pas. Mais il existe d'autres dispositifs de reconnaissance dans le cadre d'Erasmus+, c'est aussi prévu dans le cadre de la charte Erasmus+, par exemple le supplément au diplôme ou des mobilités des doctorants peuvent être aussi inscrits et aussi reconnus. Mais aussi, en plus, il y a le document de mobilité Europass où on peut inscrire aussi l'expérience et les compétences développées dans le cadre de la mobilité. Et donc voilà, on maintient le cadre, mais on reste flexible à l'intérieur de ce cadre en ce qui concerne les modalités pour les doctorants.
D'accord, donc s'il y a un message à retenir vraiment, c'est qu'il ne faut pas rester coincé sur, l'utilisation des crédits ECTS. Comme indiqué dans la charte ECHE, la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, votre établissement s'engage à assurer la pleine reconnaissance des activités réalisées de manière satisfaisante par l'étudiant lors de sa mobilité. C'est donc la reconnaissance des acquis de la mobilité qui est obligatoire. Même si le système de crédit ECTS est la référence en Europe, puisque c'est une application du processus de Bologne, il a avant tout vocation à faciliter la reconnaissance des acquis d'apprentissage d'un pays à un autre. Et donc l'approche de la Commission européenne et de l'agence Erasmus+ française est une approche pragmatique, hein, puisqu'on sait que certaines formations, et notamment les formations doctorales, ne se prêtent pas toujours aux ECTS. Par exemple, dans le cadre des programmes intensifs hybrides que vous avez mentionnés, Johannes, les 3 ECTS requis sont une indication en fait, de la charge de travail attendue du doctorant. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres moyens de reconnaissance que vous avez cités, Johannes. Voilà, le supplément au diplôme, par exemple, hein, qui sert à décrire précisément le parcours et les compétences acquises au cours du doctorat et dans lequel s'inscrit notamment la période de mobilité. Donc voilà, dans tous les cas, il ne faut pas bloquer des mobilités pour une simple raison liée à l'utilisation des crédits ECTS. Alors, ces présentations nous permettent de voir qu'il y a effectivement des nouveautés, des perspectives pour la mobilité doctorale, et donc que les établissements d'enseignement supérieur et les écoles doctorales, maintenant, c'est à vous de vous en saisir. Alors, je vais me retourner vers Donato et lui demander, suite au projet DocMob, notamment, quels ont été les impacts sur la stratégie de la mobilité doctorale à l'Université de Lorraine. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Disons que DocMob, nous, ça nous a permis aussi de nous organiser en interne et de relancer le débat interne autour de la mobilité doctorale. On s'est rendu compte que les écoles doctorales ne sont pas aussi à l'aise avec les concepts de mobilité Erasmus+, qu'ils peuvent être les composantes de formation, qui ont l'habitude depuis maintenant 30 ans sur ce type de mobilité. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on s'est déjà organisé, au moins, on a essayé de s'organiser en interne pour être prêt à développer cette nouvelle forme de mobilité. Plus particulièrement, nous, au sein de la direction des relations internationales, nous avons affecté un personnel à temps complet qui est à cheval entre la mobilité du doctorat et du personnel. On a aussi essayé de créer des synergies entre Erasmus+ et ce qui propose d'autres fonds. On a mis, par exemple, en interne, on a ouvert un appel à proposition pour la mobilité doctorale sur fonds propres, qui complète quelque part, ou qui complétait ce qui proposait, ce qui n'était pas couvert par le programme Erasmus+ pour le doctorat. Et aussi, dans le cadre de DocMob, on a créé un groupe de travail qui met autour de la table tous ces acteurs. Les étudiants, par exemple, qui sont partis avec Erasmus+, chez nous, ou qui sont partis avec d'autres financements, pour essayer de comprendre ce qui marchait, ce qui n'a pas fonctionné. Le but pour nous, c'est celui d'être prêt pour relever le défi de la mobilité doctorale à venir. Eh bien, très bien, merci pour ces éléments de réponse, Donato. Nous pourrions donc terminer cette partie par ce message. Dans la période 2021-2027 du programme Erasmus+, il y a de réelles améliorations à la mobilité doctorale, notamment avec l'introduction de mobilités courtes, des financements avantageux pour celles-ci et une souplesse dans les modalités pédagogiques et notamment la reconnaissance des acquis d'apprentissage. Nous vous encourageons à intégrer cette réflexion dans le cadre de votre stratégie internationale d'établissement. Ceci étant dit, et comme vous l'avez souligné précédemment, Johannes, le programme Erasmus+ finance la mobilité doctorale sur l'aspect éducation. Les doctorants étant à la fois étudiants et jeunes chercheurs, il est tout à fait pertinent d'envisager le programme Erasmus+ en complémentarité avec le programme Horizon Europe pour développer la mobilité doctorale dans votre établissement. Alors donc nous allons aborder les actions Marie Skłodowska-Curie, donc du programme Horizon Europe. Le programme Horizon Europe, c'est le programme européen donc, pour la recherche et l'innovation sur la période 2021-2027.
Il est organisé en 3 piliers, dont le premier est dédié à l'excellence scientifique. Et c'est au sein de ce premier pilier que les actions Marie Sklodowska-Curie prennent place. C'est une action qui est consacrée à la mobilité doctorale et postdoctorale. Donc j'ai une première question pour notre quatrième intervenante, Claire Morel. Alors bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'architecture générale des actions Marie Sklodowska-Curie et les nouveautés sur la période 2021-2027 pour la mobilité des doctorants? D'accord, oui, bien sûr. J'ai une présentation et je suis désolée parce que cette présentation est en anglais, mais évidemment, j'interviendrai en français. Donc, je vais vous présenter brièvement les principales actions Marie Curie, Marie Sklodowska-Curie en entier, donc MSTA, dans le cadre du nouveau programme Horizon Europe qui vient juste d'être lancé et dans le cadre des premiers appels à propositions aussi que nous venons de lancer. Je me concentrerai évidemment sur les doctorats. Donc, la slide suivante, voilà. Donc, le programme Marie Curie, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je sais qu'il y a une certaine étanchéité au niveau des universités entre les services qui s'occupent du programme Erasmus+, et donc de la coopération au niveau de l'enseignement supérieur et puis les services qui s'occupent du programme Horizon Europe et des projets recherche en général. Pourtant, le programme Marie Curie est vraiment à la frontière entre les deux. Et donc, c'est vraiment le programme de référence de l'Union européenne pour la formation doctorale, la formation postdoctorale également, qui vise à former des chercheurs hautement qualifiés, capables de détecter et de relever les défis à venir, de communiquer aussi les résultats scientifiques de leurs recherches aux décideurs, au public en général. L'objectif du programme, c'est également de fournir aux chercheurs des compétences nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail au-delà du monde académique, pour innover et de convertir les connaissances et les idées en produits et services pour le bénéfice de la société. Et puis, c'est un programme également qui vise à développer d'excellents programmes doctoraux visant à renforcer l'attractivité et la visibilité mondiale des institutions qui participent au programme. Donc, dans ma slide suivante, j'indique quelles sont, disons, les principales caractéristiques du programme. Donc, ce n'est pas un programme nouveau, il existe depuis 25 ans. En fait, cette année, on fête le 27e anniversaire du programme. C'est un programme qui accompagne les chercheurs à toute étape de leur carrière. Donc, il y a des possibilités de financement pour les doctorants, donc des chercheurs qui commencent leur carrière de recherche, mais également qui accompagne des chercheurs plus expérimentés, qui promeut, qui a mis un accent vraiment sur la mobilité internationale, la mobilité intersectorielle, interdisciplinaire, et qui aide les chercheurs dans l'évolution de leur carrière, qui promeut, comme je l'ai dit, un aspect structurant, pas uniquement évidemment sur les chercheurs, mais sur les institutions qui participent au projet Marie Curie. C'est un programme qui est ouvert à toutes les disciplines, donc nous n'organisons pas, disons, d'appels dans des secteurs particuliers. Les propositions sont vraiment basées sur base de leur excellence et de leur impact. Il est ouvert aux chercheurs du monde entier. Donc actuellement, environ 40% des chercheurs Marie Curie viennent d'en dehors de l'Union européenne. C'est un programme qui promeut aussi des liens solides avec le monde non académique, comme je l'ai dit. Donc, nous essayons d'avoir de plus en plus d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Des hôpitaux, par exemple, beaucoup d'hôpitaux, de musées participent aussi au programme. Et c'est un programme aussi qui promeut des conditions de travail et d'emploi attractives pour les chercheurs. Donc, tous nos chercheurs sont recrutés sur base de contrats de travail, y compris au niveau doctoral, hein, avec une couverture sociale garantie, une assurance maladie. Et tous nos chercheurs reçoivent des allocations mensuelles pour couvrir leurs frais de subsistance, de mobilité et de famille également. Et ça, évidemment, c'est une grande différence avec Erasmus, puisque là, on ne parle pas d'une mobilité, disons, ponctuelle, mais les doctorants qui sont sélectionnés pour participer au doctorat Marie Curie sont sélectionnés pour être
inscrits dans un doctorat, donc pour toute la durée de leur doctorat. Donc maintenant, dans la slide suivante, vous voyez les 5 actions du programme. Et je me concentrerai évidemment sur la première, qui sont les réseaux doctoraux, qui permettent de financer des doctorats d'excellence, des doctorats internationaux. Donc, nous avons des doctorats traditionnels, mais aussi des doctorats conjoints et des doctorats industriels, où les doctorants font l'objet d'une double supervision. Et donc, dans le cadre de ces financements, évidemment, le financement va à des consortiums d'universités, d'entreprises, de centres de recherche qui elles-mêmes ensuite donnent des bourses à comme je l'ai dit, des chercheurs excellents qui souhaitent être, disons, inscrits dans ces doctorats et qui peuvent venir du monde entier. Donc finalement, le fonctionnement des doctorats Marie Curie est assez similaire à celui d'Erasmus Mundus, c'est-à-dire que ce sont vraiment des consortiums d'universités et d'autres organisations qui postulent et qui ensuite recrutent les doctorants. Et bien sûr, ils ont l'obligation de publier les postes de doctorants de façon très large, notamment sur le site Euraccess de l'Union européenne. Nous avons ouvert d'ailleurs un appel à proposition le 22 juin pour les doctorats, avec une date de remise des dossiers le 16 novembre. Le programme propose également des bourses pour les chercheurs plus expérimentés, donc au niveau postdoctoral, aussi bien pour des chercheurs européens que des chercheurs du monde entier. Le programme Marie Curie cofinance également des doctorats et puis des bourses postdoctorales, ce qui fait que, par exemple, si une université, une région ou un ministère souhaite obtenir un cofinancement pour un doctorat, ils ont la possibilité de le faire. Et nous finançons également des projets collaboratifs d'échange de personnel, c'est-à-dire des chercheurs, mais également du personnel administratif ou technique ou managérial qui souhaitent travailler avec des équipes de chercheurs du monde entier, ont la possibilité de le faire. Et finalement, nous avons aussi une action de communication scientifique Marie Curie, donc Marie Sklodowska-Curie, en lien avec les citoyens, qui est la Nuit européenne des chercheurs qui a lieu chaque année à la fin du mois de septembre. Donc voilà pour les principales actions Marie Curie. Merci Claire de cette présentation. On voit qu'il y a d'autres opportunités. Mais alors justement, quels fonds utiliser entre Erasmus+ et les actions Marie Curie? Quelle est l'approche à adopter quand je suis un service relations internationales? Je choisis quelle action? Vers quoi je m'oriente? D'accord, donc j'ai préparé une slide pour essayer de répondre à cette question. Comme je l'ai dit, disons, il y a une vraie complémentarité entre Marie Curie et Erasmus. La façon de fonctionner, disons, du programme Marie Curie est assez différente, puisqu'on ne s'adresse pas directement aux doctorants, mais on s'adresse à des consortia d'universités, de centres de recherche, etc., qui postulent et qui ensuite sélectionnent les doctorants. Donc là, on s'adresse à des doctorants qui souhaitent faire la totalité de leur doctorat avec un financement très attractif, très intéressant, Marie Curie. Donc sur cette slide, j'ai repris un peu toutes les actions Marie Curie et Erasmus qui ont des objectifs communs et qui pourraient être combinés ou associés. Je ne vais pas entrer dans le détail de toutes les synergies possibles, mais je souhaiterais vous donner quelques exemples. Et avant ça, je voudrais quand même mettre l'accent sur les nombreux points communs entre Marie Curie et Erasmus. Tout d'abord, 70% des bénéficiaires Marie Curie sont des universités qui utilisent également le financement Erasmus+. Donc là, il y a au sein des universités, vraiment, il devrait y avoir des possibilités, disons, de collaboration plus étroite. Erasmus+ et Marie Curie, tous les deux offrent des financements pour la mobilité, pour la formation, le soutien à la carrière. Ils financent également des projets de développement de nouveaux programmes d'études et de recherche, y compris des programmes conjoints, des programmes collaboratifs. Ils ont tous les deux une grande dimension internationale qui va bien au-delà de l'Europe, donc qui peut être utilisée vraiment par les universités pour développer leur stratégie d'internationalisation. Les programmes Marie Curie sont plus compétitifs qu'Erasmus, donc il serait vraiment logique d'utiliser l'expérience Erasmus pour ensuite
postuler à des projets Marie Curie. Donc, des exemples de complémentarité. D'abord, il faut s'assurer évidemment qu'il n'y a pas de double financement. Mais par exemple, les étudiants et le personnel Erasmus pourraient participer aux travaux des équipes de recherche Marie Curie par le biais des stages qui ont été mentionnés, par le biais d'une mobilité de personnel ou d'étudiants, parce que bon, voilà, dans le cadre d'Erasmus, les doctorants ont cette double casquette. Les projets Erasmus peuvent inviter évidemment des chercheurs Marie Curie à enseigner ou à participer à leur programme. Et les étudiants Erasmus en master peuvent évidemment postuler à des postes de doctorants dans les réseaux doctoraux Marie Curie. Au niveau des masters Erasmus Mundus, il y a des complémentarités et des synergies évidentes parce que les projets Erasmus Mundus développent des masters délivrés conjointement par plusieurs universités, qui est exactement l'objet des doctorats conjoints Marie Curie. Donc, on a plusieurs exemples de projets, de masters conjoints Erasmus Mundus qui ont postulé avec succès à des doctorats conjoints Marie Curie. D'autres exemples de complémentarité, bon, par exemple, on a l'action internationale de renforcement des capacités de l'enseignement supérieur, où il est possible de développer des nouveaux programmes d'études, des nouveaux cursus, des nouveaux diplômes et notamment des doctorats qui peuvent ensuite, donc ces réseaux et ces projets peuvent être utilisés et valorisés dans le cadre de projets Marie Curie. J'ai deux exemples je ne sais pas si je peux les donner maintenant, de projets voilà, de synergie vraiment très concrets. Le premier, c'est un projet d'université européenne qui a obtenu un financement à travers notre action de cofinancement. Donc, ce projet UNA for Career, qui est une alliance d'universités qui a obtenu un projet pour l'émergence des talents et le développement des carrières de recherche. Donc, ils sont partis d'un projet d'université européenne et ils ont obtenu un cofinancement Marie Curie dans 4 domaines scientifiques. Et j'ai une autre slide avec un projet, un exemple vraiment très concret de synergie entre Erasmus Mundus et un doctorat Marie Curie. Donc, c'est un projet, donc un doctorat, un master Erasmus Mundus dans le domaine des sciences des matériaux et du patrimoine architecturel, archéologique et culturel, qui a postulé avec succès pour un doctorat Marie Curie et qui a organisé notamment des conférences, des formations et des séminaires conjointement dans le cadre des masters et dans le cadre des projets Marie Curie. Donc voilà, ce sont juste deux exemples, mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu en présenter beaucoup. Merci. Ce sont de beaux exemples pour terminer et illustrer les complémentarités qui existent entre Erasmus+ et les actions Marie Skłodowska-Curie. Merci Claire pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Nous terminons cette troisième partie et c'est maintenant l'heure de répondre aux questions du chat. Alors, vous avez été nombreuses et nombreux à poser des questions. Parfois, vous êtes même répondu sur le chat. Nous avons sélectionné 3 questions. Alors, la première question sera pour Johannes. C'est une question en 2 parties. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez revenir sur la typologie des mobilités auxquelles les doctorants sont éligibles? Et ensuite, plus précisément, est-ce que les séminaires de recherche ou les colloques peuvent-ils être considérés comme des mobilités de formation? Voilà, les doctorants ont accès aux 4 types de mobilité qu'on propose dans le cadre des projets de mobilité Erasmus+. Ça veut dire en tant qu'étudiant pour les études, les stages, et en tant que membre du personnel pour l'enseignement ou la formation professionnelle, justement. Et donc, on est assez flexible, comme je vous ai dit, en tant qu'étudiant. Maintenant, donc, il y a une possibilité de formation de mobilité longue et de mobilité courte. Et en plus, il y a notre schéma Erasmus classique connaît une ouverture à l'international depuis l'appel 2021. Ça veut dire que les doctorants de l'Union européenne et des autres pays programmes
ont la possibilité d'aller dans tous les pays du monde, soit pour faire des séjours d'études ou de stages. D'accord. Merci, Et en Johannes. ce qui concerne la deuxième question, en fait, oui, normalement, pour les membres du personnel, on ne permet pas la participation à des conférences en tant que moyen de formation professionnelle, mais je dirais dans le cadre des doctorants qui font des études, je pense que c'est tout à fait pertinent de participer à des conférences thématiques qui sont liées à leur thèse. Merci, Johannes. Une question maintenant pour Donato, spécifiquement en fait sur le projet DocMob. Est-ce que le Learning Agreement produit dans le cadre du projet DocMob a été reconnu par l'agence Erasmus? Est-ce qu'il peut être utilisé pour les mobilités de doctorants à venir? Alors, je pense que cette question, c'est Johannes qui a répondu pendant son intervention. Concernant le contrat d'études, actuellement, celui qui va être utilisé pour la mobilité doctorale, c'est celui d'avant. Johannes me corrigera si je me trompe. Et nous sommes encore en train, voilà, de discuter pour voir s'il y a des améliorations possibles pour un contrat d'études au niveau du doctorat. Nous l'avons utilisé de façon expérimentale pour le tester dans le cadre du projet DocMob, mais on l'a toujours utilisé à côté de celui officiel qui était quand même requis. Donc, Johannes me corrigera sur cette question, mais je crois qu'il y avait déjà répondu dans son intervention. Merci, Donato. À nouveau, une question pour Johannes. Est-ce qu'il y a des critères objectifs pour décider si une mobilité pour un doctorant relève de la formation et est donc éligible au cadre Erasmus+, ou de la recherche? Voilà, en ce qui concerne les mobilités courtes, cette nouvelle mesure, on est au début d'un processus, mais comme je vous ai dit, la ligne générale, la ligne directrice, c'est que Erasmus+ finance plutôt donc des activités d'enseignement et de formation, alors que Horizon Europe finance plutôt la recherche. Mais dans les deux cas, on peut voilà, inclure d'un côté la recherche, de l'autre côté l'enseignement aussi, je comprends. Donc voilà, ça c'est des principes qui peuvent guider dans le choix en soi. Mais de l'autre côté aussi, vous savez, bon, comme moi je l'ai expliqué, les financements ne sont pas aussi importants du côté Erasmus+, par rapport à Horizon Europe. Donc on est plus flexible, mais les bourses sont moins conséquents. D'accord. On en a fini maintenant avec les questions. Je redonne la parole à Morgane. Eh bien, merci pour ces éléments de réponse. Oui, pardon. Donc merci pour ces éléments de réponse. Notre webinaire touche à sa fin et avant de conclure, eh bien, je tiens à remercier chaleureusement nos 4 intervenants, Fanny, Johannes, Claire, Donato. Un grand merci pour votre présence et votre participation à ce webinaire. Donc si l'on devait résumer cette table ronde en Pour cette quelques nouvelle mots... vidéo de l'Université Paris-Saclay, Si l'on devait résumer cette table ronde en quelques mots, nous pourrions dire que Erasmus+ 2021-2027, pour la mobilité doctorale, c'est un nouveau type de mobilité pour les doctorants, en meilleure adéquation avec leurs besoins, de nouvelles opportunités budgétaires, une flexibilité pour la reconnaissance des acquis d'apprentissage au cours de la mobilité. À l'échelle de votre établissement, la mobilité des doctorants est un sujet à intégrer dans votre stratégie d'internationalisation, en associant les différentes structures chargées de l'éducation, de la formation, de la recherche. À la fois étudiants et jeunes chercheurs, les doctorants bénéficient d'une grande variété de financements européens, comme nous l'avons vu, au premier rang desquels donc Erasmus+ pour l'éducation-formation et les actions Marie Sklodowska-Curie du programme Horizon Europe pour la recherche. Je vous voilà, donc pour terminer sur la complémentarité entre fonds européens, autrement appelée synergie des fonds, voilà, sachez que celle-ci peut se faire par d'autres biais que la mobilité doctorale, comme nous l'avons vu
dans la dernière présentation. Et donc, nous voulions vous quitter sur ce témoignage de Stéphanie Baumberger, qui est enseignante-chercheur à AgroParisTech et coordinatrice de 2 projets, Horizon 2020, puis Erasmus+. Pour cette nouvelle vidéo de l'Université Paris-Saclay consacrée au projet européen, nous souhaitons vous présenter Stéphanie Baumberger, enseignante-chercheur à AgroParisTech. Stéphanie est professeure en chimie verte et anime une équipe de recherche au sein de l'Institut Jean-Pierre Bourgeon. Elle s'est tout d'abord lancée dans les projets européens via la coordination d'un projet de recherche, le projet ZELCOR, sélectionné en 2016. En parallèle, elle s'est investie dans la construction d'une formation conjointe au niveau européen et a obtenu, encore une fois en tant que coordinatrice, le financement par le programme Erasmus+, du projet de master conjoint Bioceb en 2019. Son parcours témoigne d'une réelle ambition de développement complémentaire au niveau international. Découvrons désormais ensemble les opportunités existantes dans le cadre européen et notamment les liens possibles entre Horizon 2020 et Erasmus+. Bonjour Stéphanie, alors une première question pour commencer. Pourriez-vous nous indiquer pourquoi vous êtes lancée dans les projets européens? Je me suis lancée parce que j'étais portée par ma thématique d'enseignement et de recherche. En fait, j'ai toujours cherché à travers mes activités à développer des nouvelles voies durables de valorisation des ressources agricoles et forestières, alors en faisant appel à ce qu'on appelle les systèmes de bioraffinerie. Alors, il m'a fallu plusieurs années pour consolider ma thématique d'enseignement et de recherche. Après, je me suis intégrée dans des réseaux internationaux, par exemple des réseaux COST, et la connaissance de divers partenaires. Et puis, à un moment, je me suis sentie prête à me lancer dans la construction d'un projet de recherche européen. Et l'aventure a commencé. Justement, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes passé d'un projet de recherche à un programme de formation? Comme souvent dans la vie, c'est un faisceau de circonstances qui s'est offert à moi à un moment donné, où mes institutions de tutelle, donc d'un côté l'INRA, de l'autre côté AgroParisTech, ont encouragé à la mise en place de formations dans le domaine de la bioéconomie. Alors, il se trouve que justement, moi, à ce moment-là, j'avais envie de valoriser mon expérience de projet au niveau européen, et puis j'avais envie de former des étudiants futurs diplômés qui seraient susceptibles d'être recrutés chez les partenaires privés ou publics de mes projets de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais former des étudiants qui aient à la fois une compétence en chimie, en biologie, et puis qui soient conscients des contraintes économiques, et puis aussi des outils d'évaluation des filières. Donc voilà, avec un grand support et un grand soutien de mes tutelles, je me suis lancée dans la construction du master européen Bioceb. Alors, dans ce cadre, comment se manifestent, selon vous, les synergies entre un projet de recherche financé par le programme européen Horizon 2020 et un master européen financé par le programme Erasmus+? Elle se manifeste à 3 niveaux. D'abord au niveau du consortium, c'est-à-dire des partenaires impliqués. Il se trouve que j'ai 2 partenaires du projet ZELCOR qui sont également partenaires du projet Bioceb. Alors ça, c'est une grande richesse vis-à-vis de la formation parce qu'on se connaît bien, on connaît nos équipements, on a des activités déjà communes. Donc, on peut proposer aux étudiants des projets, des stages collaboratifs qui sont très enrichissants pour eux. Le deuxième niveau, c'est un peu plus élargi, c'est le cercle des partenaires associés dans le Master Bioceb, c'est-à-dire toutes les organisations, les industriels qui apportent leur soutien au programme en offrant des possibilités de stages, également aussi des sujets de projet. Donc, parmi ce réseau, on va trouver là encore des membres de mon consortium ZELCOR, mais aussi donc de nouveaux partenaires qui sont des gens avec qui on aura envie de monter plus tard aussi des projets de recherche dans la continuité de ZELCOR. Puis le troisième niveau, eh bien, c'est la cohorte d'étudiants elle-même, parce que ces étudiants qui viennent du monde entier, plus tard, ils vont aller disséminer les connaissances qu'on leur a apportées, les connaissances qui émanent en grande partie des projets de recherche. C'est de futurs ingénieurs, de futurs scientifiques avec qui on aura envie de monter aussi des projets de recherche. Et puis, ils apportent, ces étudiants, l'ouverture internationale qui était indispensable pour avoir d'autres modèles de bioéconomie que le modèle européen. Pouvez-vous nous indiquer quelle est selon vous la valeur ajoutée d'un master Erasmus Mundus? Elle est avant tout humaine, cette plus-value, parce que quand on réfléchit à un programme de ce type,
eh bien, on se confronte aux méthodes pédagogiques, au point de vue d'autres enseignants, des enseignants de cultures différentes, d'origines différentes. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour soi-même et puis évidemment aussi pour les étudiants. C'est aussi enrichissant sur le plan humain dans la mesure où on ne monte pas seul un programme de ce type. On a toute une équipe autour de soi, une équipe de personnel administratif, d'experts aussi dans le domaine de montage de projets européens et de relations internationales. Donc, on apprend tous les jours. Alors, c'est vrai que monter un master européen de type Erasmus+, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des bas, il faut y croire. Et je dois dire que le jour où vous vous retrouvez en visio avec en face de vous un étudiant de l'autre bout du monde, Brésil, Éthiopie, qui vous explique son projet professionnel, sa motivation, et vous vous apercevez que c'est complètement en phase avec ce que vous avez construit collectivement, et c'est un grand bonheur. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Stéphanie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.